Donnons la parole au docteur Shadi Yazbek, traitement des endométriomes ovariens par sclérothérapie à l'éthanol, évaluation d'efficacité et de sûreté. Ah, bon. Il a eu deux Merci questions. beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général. C'est un plaisir et un honneur d'être invité à l'Académie de chirurgie pour présenter ce sujet qui me tient tellement à cœur. Euh, D'abord, je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. La question qu'on se pose principalement lorsqu'on parle d'endométrium, de kyste ovarien, pourquoi les opérer? Euh, on a découvert qu'il y a des effets directs des endométriomes sur le parenchyme ovarien, et notamment les effets toxiques du liquide endométriosique dans l'ovaire, notamment le fer, et puis il y a les radicaux libres d'oxygène, aussi une sécrétion importante de cytokines et de facteurs toxiques qui augmentent la toxicité dans l'ovaire. Il y a aussi un phénomène autre qui est le phénomène de pression. Alors, la densité folliculaire en est vraiment l'illustration. Comme on voit dans cette étude, on a une densité folliculaire qui est réduite dans l'ovaire affecté par le kyste, et cette densité folliculaire est réduite à cause d'une fibrose qui augmente jusqu'à 80% autour du tissu kystique, et une diminution, une raréfaction des follicules primordiaux au niveau de l'ovaire affecté par le kyste. Alors, ceci a été aussi démontré par des études de la réserve ovarienne, qui est représentée principalement par le dosage de l'hormone antimullérienne, qui est le principal marqueur de réserve ovarienne. Comme on le voit dans cette étude, par rapport au groupe témoin, on voit qu'il y a un groupe où, lorsqu'on a des endométriomes de manière bilatérale, le taux d'hormone antimullérienne est abaissé, quel que soit l'âge de la patiente. Et ceci est aussi vrai pour des endométriomes unilatéraux de plus de 30 mm. Alors, la question de taille est importante. On a découvert aussi qu'en faisant des traitements pour des patientes en infertilité, on a remarqué que lorsque le kyste est inférieur à 20 mm, l'effet du kyste sur la stimulation ovarienne et sur le nombre de follicules recrutés est faible, voire inexistant. Et lorsque la taille du kyste dépasse 20 mm, et notamment lorsqu'elle dépasse 30 mm, on commence à avoir un effet significatif sur la réserve et la réponse des ovaires suite à un traitement pour fertilité. Euh, Comme ancien chirurgien des hôpitaux de Paris, donc j'ai naturellement appris la kystectomie cœlioscopique. Donc, c'était le traitement standard des kystes ovariens. On faisait beaucoup de laparoscopie, beaucoup de kystectomie. Et on a découvert au fur et à mesure du temps que ce qu'on fait n'est pas forcément le meilleur au niveau du parenchyme ovarien, et on perd beaucoup de réserves ovariennes et on perd beaucoup de parenchyme normal lorsqu'on fait une kystectomie classique. Ceci a été démontré déjà dans des études qui montrent une insuffisance ovarienne prématurée, une baisse de la réserve ovarienne, et puis on a également des problèmes de risque opératoire. La compétence et l'expérience du chirurgien est très importante dans ces situations-là pour préserver le parenchyme ovarien, mais on a constaté que ce n'est pas l'idéal lorsqu'on a fait des études sur la réserve ovarienne post-kystectomie. Alors, il y a des auteurs qui ont privilégié de ne pas faire de kystectomie du tout, donc de laisser le kyste en place. Mais dans ces situations-là, les kystes ovariens ont tendance naturellement à augmenter de volume, et on revient à la question du taille qui va augmenter, qui va affecter de plus en plus l'ovaire. On a vu qu'il y a effectivement des effets indésirables au niveau ovarien, au niveau folliculaire et au niveau de la fibrose qui va se constituer. Donc, il y a une attitude à prendre, c'est une chirurgie qui est mini-invasive. Donc, c'est ce qu'on avait développé depuis un certain nombre d'années. Par rapport à la kystectomie classique ovarienne, on va aborder l'ovaire par voie cœlioscopique, on va couper le parenchyme ovarien, on va énucléer le kyste de l'ovaire. La sclérothérapie transvaginale est une technique qui va plutôt aller directement aborder l'ovaire de l'intérieur. Donc, on va ponctionner l'ovaire
par voie vaginale, aspirer le liquide kystique et injecter un produit sclérosant qui va traiter le kyste d'une manière interne. Donc, pour rappel, la paroi du kyste qu'on est en train de traiter, c'est une paroi très très fine de 1,5 à 2 mm, d'où l'importance de réaliser une chirurgie mini-invasive pour préserver les ovaires au maximum, notamment dans le cadre de préservation de la fertilité. Nous avons constaté depuis un nombre augmentant de publications dans PubMed. Nous avons commencé la première sclérothérapie, c'était en 2004 en France. Et depuis un certain nombre d'années, on a une augmentation importante des publications concernant la sclérothérapie. Alors, pour résumer la technique, donc je vous montre une petite petit film. Cette technique peut être réalisée sous anesthésie locale. Elle est relativement simple. Elle se réalise en ambulatoire. On utilise une aiguille 17 gauge, d'une aiguille de ponction 30 cm, qu'on insère par voie guidée échographiquement par voie vaginale. Donc, on fait une anesthésie locale au niveau de la paroi vaginale, puis on introduit l'aiguille dans le kyste directement. Là, il s'agit d'un kyste de 7 cm et demi. Chez une patiente qui est donc sous local. Une aspiration, première étape, c'est une aspiration du kyste par voie éco-guidée. L'aspiration doit être complète pour qu'on puisse nettoyer bien le kyste avant de réaliser la sclérose. Tout le temps d'aspiration, l'important de l'écho, c'est qu'on garde un œil sur le bout de l'aiguille, que l'aiguille reste dans le kyste tout le long de cette aspiration. Il y a une étape importante, la deuxième étape, c'est une étape de rinçage du kyste. Donc, il y a deux avantages. Premier avantage, c'est de laver le kyste, la paroi kystique du liquide endométriosique qui est collé sur la paroi kystique, ce qui permet une meilleure application du produit sclérosant. Et deuxième avantage, c'est que ça nous permet aussi de contrôler l'étanchéité de notre kyste, qu'il n'y a pas eu de perforation du kyste par l'aiguille par inadvertance. Donc, du moment où on a réalisé ce rinçage, on injecte le produit sclérosant qui est l'éthanol 96 degrés pur, donc sans dilution, dans le kyste. Le volume injecté doit être entre 50 et 60% du volume aspiré, et pas plus pour ne pas créer une tension dans le kyste. Alors, ce produit va être laissé pendant 8 à 10 minutes de sclérose. Donc, on laisse le produit. Tout le long de la procédure, l'aiguille reste dans le kyste avec un contrôle échographique permanent. C'est un geste qui demande vraiment une attente et effectivement ne pas bouger l'aiguille dans le kyste. Ça reste une étape mini-invasive. La patiente ne ressent qu'une petite lourdeur en général pendant cette phase-là. Il n'y a pas de douleur généralement sur cette phase de sclérose. Et on fait une aspiration complète du produit sclérosant. Nous avons décidé dans cette technique qui a été adaptée des techniques japonaises d'aspirer complètement l'éthanol pour ne pas garder d'éthanol dans le kyste et pour ne pas avoir d'effet sur l'ovaire. Donc voilà l'ovaire qu'on voit après avoir réalisé la sclérothérapie. Donc là, il y avait 2 sclérothérapies sur 2 kystes. Vous voyez une petite ligne échogène dans l'ovaire. C'est la cicatrice en fait du kyste parce que la paroi kystique ne va pas être enlevée, elle va être tout simplement sclérosée. Et donc, voilà, donc ce qu'on voit avant le kyste et après la sclérothérapie, nous avons une petite ligne échogène blanche dans l'ovaire qui perdurera dans l'ovaire, mais qui n'a aucune significativité pour après. Alors, la stratégie de sclérothérapie, comme nous l'avons proposé, était adaptée un peu des techniques japonaises. Bon, la sclérothérapie est utilisée aussi dans d'autres organes, hein. On l'a utilisée aussi dans des kystes du foie, des kystes du rein, de la thyroïde. Et on l'a adaptée sur un kyste des kystes ovariens
avec une aspiration. Pourquoi on utilise une sclérose? Parce que finalement, si on fait un rinçage simple au sérum physiologique, vous voyez que le taux de guérison est de 0% et il y a une récidive presque constante parce que le tissu ovarien, le tissu kystique n'a pas été traité. Et lorsqu'on retient moins que ou 10 minutes l'éthanol, on a une efficacité qui est presque identique à une rétention de l'éthanol lorsqu'on laisse de l'éthanol dans le kyste sans aspirer. Et donc, les taux de récidive qui a été observé avec ces sclérothérapies est plutôt favorable puisqu'on a des taux de récidive qui varient entre 8 et 14,5% selon la littérature, avec en comparaison une récidive presque à 83% lorsqu'on ponctionne le kyste tout simplement. Alors, nous avons réalisé également une étude in vitro pour voir l'efficacité de cette technique et quel est le degré d'infiltration de l'éthanol dans l'ovaire lorsqu'on applique l'éthanol sur le kyste. Donc, ça a été réalisé sur des pièces de kystectomie classique. Et nous avons découvert que le temps optimal serait de 8 à 10 minutes pour avoir une profondeur de sclérose qui est limitée à 1,3 mm, ce qui est suffisant pour brûler globalement la majorité des kystes d'endométriose qui ont une épaisseur de 1 à 2 mm. Alors, la variation de l'hormone antimullérienne, c'est la réserve ovarienne qu'on a mesurée par l'hormone antimullérienne à 3 mois après la chirurgie, selon le type de chirurgie. Donc, en comparant avec la kystectomie classique où on va perdre en moyenne 1,45 points d'hormone antimullérienne après avoir réalisé une kystectomie, la coagulation réalise également avec le traitement énergie par énergie directe sur l'ovaire va aussi créer une baisse de la réserve ovarienne assez importante. Même en utilisant les vaporisations avec les énergies plus récentes comme le plasma, nous avons constaté également une perte de l'hormone antimullérienne, probablement par l'effet énergie sur le parenchyme ovarien. Et puis la sclérothérapie à l'éthanol, bon, on a démontré effectivement une baisse qui n'est pas significative de cette réserve par l'hormone antimullérienne. Alors, quelles sont nos limites de taille? L'important de toute technique, c'est d'augmenter les bénéfices, mais aussi de ne pas avoir trop de risques, donc réduire au maximum les risques, que ce soit en termes de récidive ou en termes de complications. Comme vous le constatez, nous, on parle beaucoup de kystes en diamètre, donc en 2D, sauf que les kystes sont finalement en volume, donc on est plutôt en 3D. Et si on fait une corrélation entre diamètre et volume, chaque 1 cm qu'on gagne en diamètre, il va augmenter le volume d'une manière très significative. Alors, c'est pour ça que la taille va être, si on la rapporte au diamètre, va être plutôt bénéfique si on part du bénéfice-risque entre 3 et 7 cm par rapport à la voie vaginale, hein, je parle. Donc, la question les kystes inférieurs à 3 cm ou 2,5 cm sont des kystes relativement petits avec un volume très faible. Et comme on a démontré qu'il y a très peu de bénéfices dans ce cas-là, donc là, les bénéfices sont faibles. Et les kystes, lorsque ça dépasse 8 cm, là, on va augmenter le risque de récidive et le risque de complications. Donc, la moyenne de taille qu'on peut adopter, c'est entre 3 et 7 cm et demi, 8 cm. Le protocole qu'on a adopté depuis qu'on a démarré les premières sclérothérapies, c'est un protocole qu'on maintient jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un protocole qui a prouvé son efficacité. On évalue les patientes, on démarre un cycle de traitement. Ce sont des patientes qui sont suivies en assistance médicale à la procréation. Donc, on donne des agonistes de GnRH au départ. 15 jours après, on réalise la sclérothérapie. Et 15 jours plus tard, on démarre une stimulation ovarienne avec une évaluation à 6 mois puis à 12 mois au niveau taux de grossesse et au niveau taux de récidive. Donc, c'est une cohorte prospective que je vous présente sur cette technique. Entre 2005 et 2015, les critères d'inclusion sont
plutôt des patientes à âge de procréer, indication de fécondation in vitro, avec des kystes, comme on a dit, qui étaient variables entre 3 et 6 cm. Mais avec l'évolution de la technique et l'amélioration des résultats, nous avons élargi un peu nos indications. Et avec des critères d'exclusion, c'est les contre-indications principales des antécédents d'abcès tubo-ovarien ou des infections cervico-vaginales non traitées, ou allergie à l'éthanol, ou traitement anticoagulant en cours, ou bien sûr, si on a un doute sur la nature du kyste. L'objectif était le taux de grossesse à 12 mois. Alors, sur les patients, c'est un âge moyen de 33 ans avec un diamètre du kyste, comme on a dit, entre 3 et 6. Nous avons trouvé des résultats à moyen, court et long terme sur une cohorte de 130 patientes, un taux de récidive de 13%, avec très peu d'échecs, très peu de fuite d'éthanol qui a été managé donc, avec des antalgiques, et puis pas d'infection ni de malignité en cytologie. Les résultats étaient plutôt probants en fécondation in vitro sur le cycle d'après qui suit plus à 1 an, avec un taux de grossesse cumulé qui était de 66%, y compris des grossesses spontanées qui sont arrivées après cette technique qui est mini-invasive et qui finalement donne moins de risques au niveau adhérence et risques chirurgicaux. Alors, l'effet sur la réserve ovarienne a été étudié. On a remarqué qu'on a augmenté le nombre de follicules dans l'ovaire atteint après sclérose par comparaison au côté chirurgie, où là, on n'a pas amélioré la réserve après la chirurgie. En termes de récidive, la méta-analyse qui a inclus 29 études montre bien que le taux de récidive est équivalent entre chirurgie et sclérothérapie. Et en termes d'efficacité, en termes de résultats sur une méta-analyse de 18 études, hein, donc, qui ont inclus entre autres notre publication, montre bien qu'il y a un nombre d'ovocytes recueillis en FIV est supérieur après sclérothérapie qu'après kystectomie. On gagne en moyenne 3 ovocytes par cycle. Et en termes de grossesse clinique, on double le taux de grossesse clinique, notamment dans ce cas de méta-analyse. Voilà, pour finaliser, donc, globalement sur la technique, je crois que cette méta-analyse, cette revue de littérature reprend 1300 patients. Donc, c'est globalement 28 études qui ont été publiées dans la littérature et qui montrent un taux d'efficacité global qui est de 98%, ce qui est pas négligeable du tout. Une estimation globale du taux de récidive qui reste inférieur à 14%, donc 13,8%. Une résolution de la douleur, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi efficace sur la douleur dans 85% des cas. Et un taux de grossesse qui était évalué dans cette méta-analyse à 37%. Le taux de complication globale de la technique était de 1,7%. Donc, dans les RPC du collège, on a aussi introduit la sclérothérapie comme alternative à la kystectomie. Donc, en efficacité, on est efficace. En sûreté, il faut se contenter vraiment des indications, des modalités et des limites de la technique, ne pas dépasser. Et si on fait une sclérose à moins de 10 minutes, en général, on a des résultats qui sont très probants en fertilité. Il faut bien s'assurer de la nature du kyste toujours, notamment chez des patients de plus de 40 ans avec le risque carcinologique. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, en cas de gros endométriome, peut-être la meilleure stratégie, c'est d'agir plus tôt avant que le kyste augmente de volume. Et puis, sinon, on discute des alternatives. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui, est-ce que cette technique, d'une part sur le plan du produit sclérosant, nous en médecine vasculaire, nous utilisons le polydocanol pour scléroser les veines, hein. Est-ce que d'autres produits est-ce que vous avez une expérience? Est-ce que ça a été comparé pour la toxicité, pour l'efficacité, etc.? Justement, nous avons pris en compte ce qui a été publié déjà dans les études principales des Japonais. Ils ont utilisé l'éthanol. Il y a eu des études sur le méthotrexate également, sur la tétracycline, mais c'est les seuls produits sclérosants pour lesquels on avait évalué effectivement l'efficacité dans les kystes ovariens. Et pour l'instant, ce semble que l'éthanol soit le meilleur produit actuellement
On verra après s'il y aura d'autres plus efficaces, mais pour l'instant, oui. Une autre question complémentaire. Dans les localisations extra-ovariennes, dans les paramètres, les endométriomes qui sont douloureux, qui saignent, etc., est-ce que vous avez cette expérience de la sclérothérapie des endométriomes? Alors, les kystes, l'avantage de la sclérothérapie dans ce cas de kyste ovarien, c'est qu'on est dans un milieu clos et l'éthanol est bien contenu dans le kyste. Donc, si on est dans des situations extra-ovariennes, le risque, c'est qu'il y ait une suffusion d'éthanol dans l'abdomen et c'est très douloureux, ça crée des péritonites chimiques en général. Donc, il faut éviter de sortir du cadre bien localisé, en fait. Docteur Sebé. Oui, merci. C'est vrai que bon, on est des chirurgiens généralistes, digestifs, viscéraux, pas des gynécos, mais il nous arrive de voir des cas, comme ça a été dit par M. Benamou, des foyers d'endométriose qui sont douloureux, qui posent problème aux malades. Vous les opérez, vous faites une cellule pensant à un problème appendiculaire, vous voyez un foyer d'endométriose. Alors, classiquement, habituellement, il faut l'enlever chirurgicalement. Il n'y a pas d'autre méthode. Je pense que la chirurgie garde sa place pour les foyers d'endométriose symptomatiques qui font parler d'eux, qui imposent une chirurgie où il n'y a pas d'autres explications à cette chirurgie. Quel serait votre avis? Bien évidemment, lorsqu'on parle de foyers découverts en urgence, hein, si on parle en urgence, vous êtes dans le cadre d'une célioscopie urgente et que vous voyez un foyer d'endométriose. S'il s'agit de kystes ovariens, le plus simple, c'est de les drainer tout simplement. C'est de le vider et de ne pas opérer les kystes en urgence parce qu'on est toujours plus délétère lorsqu'on travaille en urgence et on ne sait pas quel est le parenchyme ovarien qu'on va enlever en même temps que le kyste. Maintenant, s'il y a des lésions autres que des kystes ovariens, des lésions d'endométriose dans le péritoine ou au niveau des ligaments, là, effectivement, en tant que chirurgie, si on est effectivement dans une situation où on peut opérer les lésions endométriosiques, il faut le faire, oui. Mais pardon, le kyste ovarien, vous le classez comme un foyer d'endométriose? Ah bah, Les kystes fonctionnels, les kystes. Parce qu'il y a des malades qui ont en même temps un kyste fonctionnel ovaire avec un appendice. Bon, là, bien sûr, on fait appendicectomie et on traite le kyste en même temps. Mais il y a des foyers d'endométriose tubaire que vous pouvez trouver sur le col de l'utérus au niveau de la trompe et il y a un site, une chirurgie d'exérèse. Effectivement, ce dont vous parlez, c'est des lésions d'endométriose qui sont dans l'abdomen, oui. En dehors. Il peut y avoir des hématosalpinx, il peut y avoir des collections dans les trompes ou sur les ligaments. Mais ça, c'est autre chose. Effectivement, dans ce cadre de figure, il faut traiter les lésions endométriosiques, lésion par lésion, en fait. Je pense que la question que vous posez, c'est un kyste, ce sont des kystes séreux confirmés en échographie. C'est des kystes d'endométriose confirmés. Et qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont des kystes d'endométriose? Alors, on a différentes méthodes. D'abord, l'échographie qui a une Ce sont les diagnostics échographiques. Oui, et il y a l'IRM, effectivement. Et donc, ça fait mal. Entre autres, oui. Il y a la douleur. On a l'impression que c'est des kystes séreux, puisque vous pouvez parfaitement les affaisser. Donc, alors, il s'agit de kystes d'endométriose. Effectivement, comme vous voyez, à l'aspect échographique, c'est finement échogène. Ce n'est pas un kyste tout à fait anéchogène. Et donc, l'aspiration n'est pas toujours facile. Donc là, sur le film, vous voyez que l'aspiration était, parce que ça a été raccourci, mais ça prend au moins 10 minutes pour aspirer du liquide qui est du liquide chocolat épais. Qui est parfois, il y a 2% ou 3% des cas où on n'arrive pas à l'aspirer parce qu'il est très épais. En fait. D'accord. Voilà. Monsieur Joannet, le kyste dont je parle, ce n'est pas des kystes séreux. Hein. Non. Les foyers d'endométriose abdominale, ce n'est pas des kystes séreux. Tout à fait. C'est des foyers qui peuvent parsemer au niveau de la trompe, au niveau de l'utérus, du ventre, et qui font mal. La malade souffre. Alors, vous pouvez trouver un appendice macroscopiquement sain. Avec ces foyers-là, faut-il les enlever en même temps que l'appendicectomie? Oui ou non? Parce qu'il y a des foyers, il y a même une atteinte endo-appendiculaire, des endo-appendicites. Donc, un appendice macroscopique, c'est un autre problème. Mais là, le foyer d'endométriose, avec des douleurs, je crois qu'il faut l'enlever. Si je peux me permettre, l'endométriose, je pense que
là, avant 22 heures, on n'aura pas encore réglé le problème, hein. En tout cas, Très bien. merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre intervention. La séance est suspendue et elle reprendra donc le 5 juin prochain.